Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 8 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère Laith Marouf est avec nous. Bienvenue à nouveau, Laith. Ravi d'être avec vous, Nima. Je voudrais commencer par ce qui se passe au Liban. Parce qu'hier, comme vous le savez, la situation s'est encore aggravée entre l'Iran et les États-Unis. En gros, le protocole d'accord est mort pour l'instant, comme on en parlait. Et l'une des principales raisons, c'est qu'hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord final sans le Liban. Alors, quelle est la situation au Liban, Laith, avec tout ce qui se passe en ce moment? On avait ce protocole d'accord, qui est désormais caduc. On avait aussi l'accord entre le Liban et Israël, et les combats dans le sud du pays, qui n'ont toujours pas cessé. Quelle est selon vous la situation actuelle dans le sud du Liban? Oui, on était dans le sud du Liban hier pour filmer, et on est allé dans un de ces 3 villages censés servir de zone test, où les Israéliens devaient se retirer et l'armée libanaise prendre le relais. Le village s'appelle Feroun. Et en arrivant, on s'est vite rendu compte que l'armée libanaise n'avait jamais quitté Feroun et que l'armée israélienne ne l'avait jamais occupé. Donc en fait, c'était un retrait fantôme d'un endroit qui n'était même pas occupé. On a parlé avec les habitants, le maire, et on a visité le village. On était littéralement sur la ligne de contact entre les forces d'occupation et le Liban, c'est-à-dire les villages qui sont aujourd'hui occupés. Tu sais, c'est l'un des 3 endroits dont les Israéliens étaient censés se retirer. 2 d'entre eux, dont celui-ci, Feroun, ils ne les ont jamais occupés, et l'armée libanaise n'est jamais partie. Donc en fait, toute cette histoire, c'est un peu une arnaque. Et les habitants du village sont vraiment en colère contre le gouvernement libanais, juste parce qu'il a fait semblant que leur village avait été occupé, pour pouvoir présenter ça comme une victoire, comme quelque chose qu'on offrirait au peuple libanais. Et pendant ce temps, les combats continuent, comme tu l'as dit. Hier, l'armée israélienne a envoyé un drone qui portait un drapeau israélien et elle l'a placé au sommet de la colline d'Ali Tahir. C'est une position que les Israéliens n'ont jamais réussi à occuper et que le Hezbollah défend avec acharnement. Les Israéliens ont perdu au moins 20 chars dans la bataille, simplement pour tenter d'atteindre Al-Tahrir. Donc on voit bien que, d'un côté, les Israéliens essayent d'obtenir une sorte de victoire symbolique, mais le Hezbollah ne leur accorde pas cette victoire théâtrale. L'autre point à noter, c'est que ces derniers jours, de plus en plus de membres de l'élite politique libanaise et de partis politiques ont pris position pour condamner l'accord signé par le gouvernement libanais. Et la déclaration la plus virulente est venue du Parti socialiste dirigé par Kamal Jumblat, la famille Jumblat étant la plus importante des clans druzes ici au Liban. Jumblat a littéralement humilié le président et le premier ministre en déclarant que cet accord était une capitulation et un acte de trahison. Je pense qu'avec le bloc chiite, mais aussi le Parti social national syrien, les orthodoxes et une partie de la population maronite qui rejette tout cet accord, le président et le premier ministre se retrouvent complètement isolés. Ils n'ont même pas de quoi rassembler 20% des voix au Parlement pour soutenir leur accord. Et clairement, la fin de leur pouvoir est en vue. Comment va-t-elle se terminer? La gouvernance de Joseph Aoun et de Nawaf Salam. Est-ce que ce sera violent? Un coup d'État? Des démissions? Peu importe. La fin de leur carrière politique est déjà écrite. Le degré de violence ou d'absence de violence dépendra d'eux, de la manière dont ils choisiront de quitter leurs fonctions, parce qu'ils n'ont plus aucun avenir à ce poste. Laith, tu as parlé de la zone ou de la forteresse d'Al-Tahrir. Hier, on a appris qu'Israël occupe cette partie. Quelle est la situation là-bas?
On dirait que Oui, ils ne l'ont pas occupé. Je veux dire, c'est ici qu'ils ont dit avoir pris la forteresse d'Al-Tahrir. Elle est complètement entre les mains des forces israéliennes en ce moment. Donc c'était un énorme succès pour Israël. Impossible. Si Ali al-Tahir tombe, le Liban tombe. Je veux être très clair là-dessus. La colline d'Ali al-Tahir est l'une des lignes défensives les plus importantes. Et si elle tombe, la ville de Nabatia tombe aussi. Ensuite, les Israéliens peuvent tout simplement avancer dans la vallée de la Bekaa ou vers la ville de Saïda et en gros occuper tout ce qu'il y a derrière. Et ça n'arrivera pas. Jusqu'à présent, le Hezbollah n'a utilisé que quelques milliers de ses combattants pour défendre Al-Tahir et la zone autour. Si le Hezbollah pensait une seule seconde qu'Al-Tahir allait tomber, ils enverraient 200 000 hommes pour s'assurer que ça n'arrive pas. Donc tout ça, c'est des mensonges. Point numéro 1. Ce qu'ils ont fait, encore une fois, c'est qu'ils ont fait voler un drone, un petit quadricoptère, avec un drapeau, à l'aube. Ils imposaient la script tout en haut d'Al-Tahir. Et puis, ils ont filmé, même pas de près. Ils ont filmé depuis le fort des Croisés, à environ 3 ou 4 kilomètres de là, avec leurs propres caméras depuis le fort. C'est dire à quel point ils avaient peur. Ils n'ont pas osé s'approcher. Tout ça, c'est de la guerre psychologique. Et bien sûr, les médias libanais, contrôlés par les monarchies du Golfe, les sionistes et les Américains, ont essayé de présenter ça comme si c'était une véritable occupation de la colline d'Ali al-Tahir. Souvenez-vous, il y a 3 ou 4 mois, les Israéliens avaient fait la même chose au château de Beaufort. Ce jour-là, notre équipe, Free Palestine TV, s'est rendue sur place, là où ils avaient posé un trépied avec un drapeau israélien au sommet du château de Beaufort. Et nous avons montré que ce n'était pas occupé. Et les habitants ont jeté les drapeaux du haut de la falaise. Nous aussi, on a craché sur ces drapeaux. Donc, c'est la même histoire qui se répète, le même scénario. Mais cette fois, il leur sera impossible d'occuper la zone. Disons qu'au château de Beaufort, ils ont planté le drapeau, et 2 mois plus tard, ils l'ont occupé. Mais 2 mois plus tard, la colline d'Al-Tahir, eux, ils ne pourront pas l'occuper. Point final. Et je pense que le Hezbollah va mettre toutes ses forces pour défendre Al-Tahir. Les gens doivent comprendre à quel point Al-Tahir est crucial sur le plan défensif. Il n'y a aucune chance que le Hezbollah laisse cette position tomber aux mains des Israéliens sans déployer toute sa puissance pour la défendre. Et s'ils ne l'ont pas encore fait, c'est simplement parce que les Israéliens n'ont même pas essayé de s'approcher d'Al-Tahir. En ce moment, les funérailles du défunt guide suprême de l'Iran ont lieu en Irak, à Najaf. Il y aurait environ 2,5 millions de personnes sur place. Et dès que la cérémonie retournera à Mashhad, pour la dernière partie des funérailles, il semble qu'on risque de replonger dans la guerre. Parce que les États-Unis ont rétabli les sanctions sur le secteur pétrolier iranien. Vous savez, ces sanctions qui frappent à nouveau cette partie de l'économie du pays. Et on voit bien qu'aucune des clauses du protocole d'accord n'a été respectée ni appliquée jusqu'à présent. Concernant le Liban, comme vous l'avez mentionné, les combats continuent. Hier, Benjamin Netanyahou a été interrogé par CNN et Fox News sur la situation dans le sud du Liban. Il a répondu que ce n'était que de petites choses, rien d'important. Mais alors, quelle est cette activité? Que font exactement les forces israéliennes dans le sud du Liban? Oui alors, vous savez évidemment, les funérailles du martyr, l'ayatollah Ali Khamenei, sont déjà devenues les plus grandes de l'histoire enregistrée. Des millions d'Iraniens sont venus lui rendre hommage pendant les premiers jours, et maintenant ce sont des millions d'Irakiens. D'ailleurs, ce soir, il y aura des commémorations à Beyrouth,
pour le martyre de l'ayatollah Ali Khamenei. On s'attend aussi à ce que des centaines de milliers de personnes se rassemblent ici, à Beyrouth, et que le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Qassem, prononce un discours. Oui, donc je pense qu'à la fin de ces funérailles, il y aura probablement plus de 40 millions de personnes qui auront fait leurs adieux. Donc oui, ça va clairement devenir un record mondial pour longtemps. Mais il est impossible qu'un autre dirigeant, dans un avenir proche, puisse susciter un tel amour de la part des foules. Concernant ce qui se passe dans le sud du Liban, les Israéliens n'essayent pas d'avancer, mais on les voit sans arrêt faire exploser des parties de villages qu'ils occupent dans le sud. Il y a encore des combattants du Hezbollah derrière la ligne jaune. Et la nuit dernière, dans la ville de Benjbeil, les Israéliens sont tombés dans une embuscade. C'est la deuxième fois en une semaine qu'ils se font piéger à l'intérieur de la ville de Benjbeil. On voit donc en gros des combattants du Hezbollah derrière les lignes ennemies, certains même infiltrés pour mener des opérations. De leur côté, les Israéliens se contentent de faire exploser des quartiers entiers, juste pour le spectacle et pour les images de propagande. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils continuent de bombarder certains villages au nord de ce qu'ils appellent la ligne jaune. Hier encore, dans la ville de Nabatia, plus précisément dans la banlieue de Nabatia al-Fawqa, la haute Nabatia, il y avait la directrice d'un lycée. C'est une Libanaise chrétienne. Elle travaille dans le lycée public de Nabatia. Elle rentrait avec sa mère et sa colocataire pour vérifier leur maison. Et les Israéliens ont décidé de tirer un missile depuis un drone sur la famille. Les 3 femmes ont été tuées. On voit bien qu'ils continuent de viser les civils. C'est la seule chose qu'ils savent vraiment faire sur le plan militaire. Ils continuent de cibler les civils, de détruire des parties de villages qu'ils occupent. Et je pense que ça ne va pas durer très longtemps, parce que je m'attends à ce qu'aujourd'hui, dans le discours du président, il annonce une reprise complète des activités militaires dans le sud. Ils continuent de se défendre, mais ils ont un peu ralenti leurs opérations. À mon avis, étant donné que la guerre a repris à grande échelle en Iran, du moins d'après ce qu'on a vu depuis ce matin, je m'attends à ce que le Hezbollah annonce ce soir qu'ils reprennent pleinement leurs actions dans le sud. On a vu Emmanuel Macron se rendre en Syrie, et il y a eu 2 explosions là-bas. Aujourd'hui, Al-Jolani est allé en Turquie pour rencontrer Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe en Syrie, Laith? D'un côté, on voit Macron pour la première fois depuis 2009. Le dernier président français à s'être rendu en Turquie, c'était Sarkozy. Et maintenant, c'est Macron qui y va. Ça veut dire quelque chose. Et ces explosions, à mon avis, sont aussi importantes. Et puis, le rôle de la Syrie aujourd'hui dans la région. Comment va-t-il être défini à la lumière de ce qui se passe à l'intérieur du pays et de la manière dont la France et les États-Unis essayent de redessiner la situation en Syrie? Oui, enfin, Macron et la France pensent encore qu'ils ont de l'influence en Syrie et au Liban, surtout en tant qu'ancienne colonie française. Et on a bien vu comment, quand la France a essayé de se faire une place dans les négociations entre le Liban et la colonie sioniste, les Israéliens et les Américains l'en ont écarté. Donc la visite de Macron en Syrie, c'était une tentative de réaffirmer une certaine influence que la France pouvait encore avoir là-bas. Quant aux explosions, elles étaient très grossières. Elles n'étaient pas vraiment destinées à tuer qui que ce soit. C'était, à mon avis, des messages venus des Israéliens, des Américains et peut-être même des Turcs pour dire que l'époque où la France avait son mot à dire en Syrie est terminée.
On ne sait pas laquelle de ces trois puissances qui ont aujourd'hui de l'influence en Syrie, les Américains, les Israéliens ou la Turquie, pourrait être derrière tout ça. Mais je pense que le message est bien arrivé jusqu'à Macron. Ces explosions ont sans doute renforcé ce qu'il avait déjà entendu d'Al-Jolani, qui répond à Erdogan, aux États-Unis et à Israël. À mon avis, c'est simplement une déclaration publique de ce qui s'est dit à huis clos. C'est probablement le signal que ces explosions voulaient faire passer. Concernant la Syrie aujourd'hui, même si les États-Unis, Israël, la France ou la Turquie veulent qu'Al-Jolani fasse quelque chose, qu'ils attendent de lui qu'il atteigne certains objectifs pour eux, Al-Jolani n'est plus en mesure de livrer quoi que ce soit. Et ce n'est pas parce qu'il ne veut pas obéir aux ordres de ses maîtres, mais parce qu'il n'a en réalité presque aucun pouvoir. Son seul pouvoir, c'est de tuer et de violer des civils dans les villages chiites, alaouites, chrétiens et juifs. Au-delà de ça, il n'y a plus d'économie en Syrie. Le pétrole, le gaz et le blé continuent d'être pillés. Les gens meurent de faim. Il n'y a plus d'industrie, avec la destruction des zones industrielles d'Alep et le pillage de leurs usines vers la Turquie. Et les combattants étrangers qui faisaient partie des escadrons de la mort wahhabite ont tous été extraits de Syrie. Du coup, la force armée qu'Al-Jolani a encore sous son commandement a à peine de quoi assurer la circulation dans les villes. Pour l'instant, la Syrie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Au siècle dernier, c'était le centre le plus important de la résistance arabe, du nationalisme arabe et de l'anti-impérialisme. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un pion à qui on a coupé les ailes. Elle ne peut même plus sauter, encore moins voler. Je pense donc qu'à ce stade, le seul rôle qu'Al-Jolani peut jouer, c'est celui de la guerre psychologique. Menacer le Liban, menacer les minorités à l'intérieur de la Syrie, menacer l'Irak. Mais au-delà de ça, il n'a aucun pouvoir réel. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer cette guerre psychologique, aboyer sans cesse, ou être utilisé comme un épouvantail par les Américains et les Israéliens contre d'autres peuples de la région. Voyez-vous une possibilité que les États-Unis utilisent ces personnes en Syrie pour faire quelque chose au Liban? Je pense qu'ils peuvent en rêver, mais c'est impossible. Vous savez, au sommet du pouvoir d'Al-Jolani, dans les semaines qui ont suivi la chute de Damas, en décembre 2024, il y a eu cette attaque tentée par les forces d'élite du HTS, ce qu'on appelle les bandanas rouges, depuis le nord du Liban vers la vallée de la Bekaa. À ce moment-là, Al-Jolani disposait encore de plus de 100 000 combattants étrangers aguerris par la guerre en Syrie et par la bataille en Ukraine. Certains y étaient partis combattre, puis y étaient revenus. Et dans ce contexte de chaos au Liban, avec l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah, l'attaque de Béja et l'élimination d'une grande partie du commandement militaire du Hezbollah, eh bien, c'est à ce moment-là, quand les bandanas rouges ont lancé leur offensive dans le nord de la Bekaa, alors qu'ils étaient à l'apogée de leur puissance, qu'ils ont été écrasés par les clans du nord du Liban. Même le Hezbollah ne s'en est pas mêlé. Ce sont les clans, les habitants des communautés religieuses à la frontière nord, qui ont pris les armes pendant que l'armée libanaise s'enfuyait et laissait toute la frontière ouverte à l'invasion du HTS. Les clans ont vaincu le HTS, les bandanas rouges, et non seulement ils ont libéré leur propre village, qui était d'abord occupé par le HTS, mais ils ont aussi avancé en territoire syrien, libéré 3 villages et atteint les portes d'Al-Qusayr, une ville très importante dans la région de Homs. Alors, si on dit que tout ça s'est passé au moment où le HTS était à son apogée et le Hezbollah à son point le plus faible, imaginez aujourd'hui. Le Hezbollah s'est réorganisé, il s'est réarmé, il a repensé ses activités et ses tactiques. Pour le HTS, attaquer maintenant,
alors qu'il est déjà en train de s'effondrer et qu'il n'arrive plus à gouverner la Syrie, ce serait tout simplement suicidaire pour al-Jawlani. Et je pense que c'est pour ça que ça n'arrivera pas. Peut-être que les Israéliens et les Américains deviendront tellement désespérés qu'ils ne se soucieront plus de perdre la Syrie et qu'ils essaieront juste de marquer un point contre le Hezbollah en mettant la pression sur al-Jawlani pour qu'il attaque le Liban. Eh bien, ce serait encore pire pour al-Jawlani, mais aussi pire pour tout l'Empire. Parce que si al-Jawlani est vraiment poussé à attaquer le Liban, ce ne sont pas seulement ses troupes qui seront détruites, mais la Syrie elle-même qui sera libérée. J'en suis absolument certain. Et c'est pour ça que je pense que si on en arrive au point où al-Jawlani et ses troupes attaquent le Liban, ce sera le signe de la faiblesse de l'ordre impérial et de leur désespoir au point de risquer que la Syrie retombe entre les mains de l'axe de la résistance. Comment voyez-vous le rôle de la Turquie dans ce qui se passe en Syrie? Vous avez dit que peut-être Israël et les États-Unis forceraient le gouvernement syrien à agir, mais la Turquie, elle, que veut-elle? En ce moment, la Turquie est contente d'avoir la Syrie comme marché pour écouler ses produits en trop. C'est devenu un marché captif. Aucun autre produit n'a le droit d'entrer dans le pays. D'ailleurs, aujourd'hui, al-Jawlani, après avoir pris Damas, a aussi détruit et carrément démantelé les entreprises de production, les usines. Il n'a pas seulement tué leurs propriétaires, il a aussi arrêté toute production. Donc, toutes les usines qui fabriquaient des produits transformés, de la charcuterie, des légumes surgelés, des conserves, toutes les coopératives qui pressaient l'huile d'olive, tout ça a été dissous. Et ça, c'était pour permettre aux entreprises turques de venir s'installer sans aucune concurrence, même pas celle des produits syriens sur le marché. En ce moment, le marché en Syrie est complètement capté, dépendant des fabricants turcs. Ils y écoulent tous leurs produits excédentaires et personne d'autre n'a le droit de leur faire concurrence, ni localement, ni en important quoi que ce soit qui pourrait rivaliser avec eux. C'est donc la priorité pour la Turquie, surtout à cause des difficultés qu'elle a eues avec l'Union européenne, notamment pour exporter ses produits vers l'Europe. Aujourd'hui, la situation est celle-là. Erdogan y ajoute le fait qu'il continue de piller le pétrole, le gaz et le blé de Deir ez-Zor. À mon avis, la priorité absolue du gouvernement turc, c'est de s'assurer que la Syrie reste un marché sous monopole pour eux. Et tout ce qui pourrait menacer cet avantage, ils vont s'y opposer ou agir contre. C'est pour cette raison, je pense, qu'ils redoutent une situation où al-Jawlani s'engagerait trop dans ce que veulent les Américains et les Israéliens, car cela mettrait en danger leur contrôle du marché syrien. Nous avons appris, sous l'administration Trump, qu'ils envisageaient sérieusement d'envoyer des troupes au Liban. Je ne sais pas quelles ont été les répercussions de cette idée au Liban, ni comment cela va être perçu par le Hezbollah ou par le gouvernement libanais. Tu sais, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment éclaté de rire. Franchement, cette histoire m'a fait rire, parce que je me disais dans ma tête que le Hezbollah, en réalité, souhaiterait que ça arrive. Depuis longtemps, le Hezbollah se bat en fait contre tout l'Empire. Mais l'Empire se cache. Il fait semblant que ce sont les avions israéliens qui mènent 2000 sorties en une seule journée. Ce qui est évidemment impossible. Israël n'a pas assez d'avions pour ça. Le Hezbollah affronte tout l'Empire. Alors, autant que les soldats américains viennent sur le terrain, comme ça, ils pourront les tuer. C'est littéralement ce que le Hezbollah espérerait, parce qu'il n'y a rien que les États-Unis puissent faire de différent par rapport à ce qu'Israël a déjà fait. De toute façon, les États-Unis ont tout donné à Israël et ils ont utilisé leur puissance aérienne, avec l'OTAN et tout le reste,
pour bombarder le Liban, pour surveiller le Liban. Ils ont leur service de renseignement sur le terrain ici. Il y a au moins 17 ou 18 agences de renseignement de la coalition de l'OTAN et d'autres encore présentes sur place. Il y a quelques jours d'ailleurs, 3 espions envoyés par les Israéliens, un Égyptien, un Syrien et un Libanais, se trouvaient dans la ville de Nabatia en train d'essayer de repérer les positions du Hezbollah. Ils ont été capturés et tués sur le champ, exécutés sur le terrain. Voilà, c'est ce qui se passe un peu partout. Les États-Unis le font, les Britanniques le font, les Français, les Allemands, tout le monde le fait. Alors, le Hezbollah aimerait bien avoir des cibles au sol à éliminer. Si tout se passe dans les airs, les seuls qui meurent, ce sont les Israéliens. Eh bien, si les États-Unis envoient des troupes au Liban, ce sera le plus beau cadeau pour la résistance. Parce qu'alors, on verra, comme en 1982, quand les Américains sont venus occuper Beyrouth pour le compte des Israéliens, la naissance du Hezbollah. Tout a commencé avec l'attaque contre les casernes américaines, où plus de 220 soldats ont été tués d'un seul coup. Et ça se reproduira si les Américains sont assez stupides pour envoyer des troupes ici. J'espère qu'ils le seront, franchement. Aussi stupides que ça. J'espère vraiment qu'ils le seront au point d'envoyer des troupes au sol. Et s'ils arrivent, c'est clair, surtout après les 6 derniers mois, on sait très bien où ils seront déployés. Il y a une base dans le nord du Liban, près de la ville de Tripoli, où se trouvent déjà une vingtaine, peut-être une trentaine de soldats américains, ainsi qu'une batterie de défense aérienne. C'est la seule batterie de défense aérienne de tout le pays. Et puis, il y a aussi l'aéroport au nord de Tripoli, juste à côté de la frontière avec la Syrie, sur lequel le Premier ministre a lancé les travaux il y a environ un mois. Tout le monde se demandait pourquoi, tout à coup, le Liban voulait ouvrir un nouvel aéroport international si proche de la frontière syrienne. Eh bien, maintenant, on comprend pourquoi. Ils essayent d'allonger la piste pour permettre aux avions cargo militaires américains d'y atterrir. Voilà donc les endroits où l'on s'attend à voir les Américains s'installer. Et bien sûr, le Hezbollah garde un œil là-dessus. Laith, les installations pétrolières en Syrie étaient sous le contrôle des États-Unis à l'époque de Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quelle est la situation là-bas. À chaque fois qu'on parle du retrait des troupes américaines de Syrie, est-ce que ça se fait vraiment? Qui contrôle ces installations en ce moment? En ce moment, ce sont toujours les troupes américaines et turques qui sont sur place. C'est la famille d'Erdogan qui exporte le pétrole via la Turquie et au final vers Israël d'ailleurs. Donc, le pétrole syrien alimente aujourd'hui la machine de guerre israélienne. Je ne sais pas si Al-Julani touche maintenant la part que les entrepreneurs kurdes recevaient auparavant. Je me souviens que les IPG et d'autres prenaient environ 20% des revenus issus de la vente de ce pétrole et de ce gaz pillé. Je ne sais pas si Al-Julani reçoit cette même part de 20%. Mais l'arrangement reste le même. Ce sont toujours les mêmes sociétés appartenant à la famille d'Erdogan qui exportent le pétrole. Et franchement, je ne pense pas que les Américains vont partir de sitôt. Eux aussi prennent leur part dans cette affaire. Je ne crois pas qu'ils aient envie de tout laisser à Erdogan. Donc pour l'instant, c'est le même système, simplement avec les entrepreneurs d'Al-Julani qui remplacent les entrepreneurs kurdes comme bénéficiaires locaux des profits tirés de ces ventes.
they're talking about new camps in Gaza. Ils parlent de nouveaux camps à Gaza, Concentration camps. des camps de concentration. Reminds everybody what- Ça rappelle à tout le monde ce qui se passe, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'administration Biden a essayé de faire ça, et maintenant, l'administration Trump suit le même genre de politique. Ça veut dire qu'au fond, que ce soit un républicain ou un démocrate au pouvoir aux États-Unis, leur politique reste la même. Et l'objectif principal, c'est le désarmement du Hamas. Mais est-ce que c'est possible de cette manière-là? Si l'administration Trump décide d'imposer ce type de politique à Gaza, force that sort of, policy in Gaza. Right now, Gaza Vous savez, en ce moment, Gaza est encore bombardée. Hier, on a vu des attaques contre des tentes. Ça se produit tous les jours. Les Israéliens décident qu'ils veulent tuer quelques Palestiniens pour évacuer leur frustration après leur perte au Liban et en Iran. Et ils visent ces gens sans défense dans les tentes. J'ai vu des images de ces camps en construction, et franchement, ils ressemblent à des camps de concentration. Si ça a l'air d'un canard, si ça fait le bruit d'un canard, alors c'est un canard. Donc oui, ce sont des camps de concentration, comme ceux que les fascistes italiens ont fait pour les Libyens, ou comme ce que les Allemands ont fait au peuple d'Europe pendant l'époque nazie. Je ne pense pas que les Palestiniens accepteront d'aller vivre dans ces camps. I don't think the Palestinians will accept moving to these camps. You look at how defiant Regardez comme ces personnes démunies dans les camps de tentes restent défiantes. Même quand on leur propose de quitter Gaza, elles refusent. Alors je pense que les images qu'on a vues de ces camps et même leur construction, tout ça, c'est pour la satisfaction personnelle des impérialistes et des sionistes. Ils veulent montrer quelque chose, donner l'impression qu'ils agissent. Ils essayent encore de mener une guerre psychologique, mais ils n'arrivent pas à forcer les gens à aller dans ces camps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces camps sont juste à la frontière avec l'Égypte. Ils viennent à peine de les construire. Et quoi? Ils vont aller chercher des gens au milieu de la ville de Gaza pour les y forcer. Non, ça n'arrivera pas. Gaza City and force them into these camps. That's not going to happen. And of course, the resistance is not going to disarm. Et bien sûr, la résistance ne va pas se désarmer. Elle est toujours là. Et vous savez, on a vu il y a quelques jours que le Hamas a annoncé avoir dissous les structures gouvernementales mises en place après les élections de 2005. Certains se sont inquiétés, pensant que c'était peut-être un signe que le Hamas se rendait ou qu'il cédait le pouvoir à quelqu'un d'autre. En réalité, le Hamas a simplement dissous quelque chose qui n'existe plus. Si tous les ministères ont été détruits, si la plupart des ministres et des hauts responsables civils de Gaza ont été tués, qu'est-ce qu'il reste comme gouvernement? Et maintenant, chaque fois qu'il y a des pénuries de quoi que ce soit à Gaza, le Hamas peut dire « Ce n'est pas notre affaire. Adressez-vous à l'autorité palestinienne, à Mahmoud Abbas. » En réalité, cette dissolution de quelque chose qui est déjà détruit va mettre encore plus de pression sur l'autorité palestinienne, collaborationniste, ainsi que sur toutes les structures que les Américains et les Israéliens ont mises en place avec cette soi-disant proposition de paix et le sommet de la paix qu'ils ont tenu à Sharm el-Sheikh. Le Conseil de paix sera désormais celui à qui on demandera « Et pourquoi vous n'avez pas livré la nourriture? Pourquoi vous n'avez pas livré l'eau? Où est l'électricité ?» Ce ne sera plus à Hamas de devoir répondre à ces questions. Ce seront en fait les outils des sionistes et des impérialistes qui devront y répondre. Donc d'un côté, ça peut sembler être une reddition ou une défaite pour le Hamas, mais en réalité, c'est un coup de maître qui renvoie maintenant toute la responsabilité dans le camp des impérialistes et des sionistes. Si vous deviez citer la principale base des forces américaines en ce moment dans les pays du Golfe, je dirais que c'est en Jordanie, parce qu'ils ne vont pas s'approcher des frontières iraniennes. On a l'impression qu'ils utilisent surtout la Jordanie et Israël. Est-ce que c'est bien ça?
Yeah, specifically for their air force right now. Oui, plus précisément pour leurs forces aériennes. En ce moment, la Jordanie sert de base principale. Et jusqu'à présent, je pense que c'est aussi le régime vassal le plus stable de la région arabe, parmi ceux qui sont proches de l'Iran. Donc si on se projette un peu, dans quelques jours, si cette bataille qui vient de reprendre s'intensifie, je pense qu'on verra l'Iran déployer beaucoup de missiles et de drones pour détruire la présence américaine en Jordanie. Le régime jordanien est très faible d'ailleurs. Je pense que s'il est frappé durement, cela pourrait ouvrir la voie à une rébellion locale. N'oubliez pas que 75% de la population jordanienne est d'origine palestinienne. Et la grande majorité des Jordaniens ne sont pas d'accord avec cette collaboration entre le régime jordanien, les Américains et les Israéliens. Donc, si l'Iran affaiblit le régime et ses forces militaires, ce serait en quelque sorte un service rendu au peuple jordanien. C'est un peu la même chose avec Bahreïn. Vous savez, Bahreïn. Je pense que si l'Iran se concentre un peu plus et détruit les postes de police à Bahreïn, ceux qui sont occupés par des officiers pakistanais et saoudiens. C'est ça la police à Bahreïn. Alors le peuple bahreïni aurait une vraie chance de se soulever et de réussir à changer son régime, sans que l'Iran ait besoin d'intervenir pour les libérer ou les aider à se libérer eux-mêmes. Les forces de police sont pakistanaises et saoudiennes. Ils n'ont pas leurs propres forces. Alors, Exactement. Il n'y a pas de policiers bahreïnis à Bahreïn. Ce sont tous des agents loués, d'accord? Et ils louent ces policiers au Pakistan et à l'Arabie saoudite. Même dans l'armée bahreïnie, il y a peut-être quelques milliers de soldats qui sont vraiment bahreïnis. Mais le reste, ce sont des troupes saoudiennes stationnées à Bahreïn. Elles sont entrées dans le pays par le pont en 2011, 2012, quand les manifestations ont commencé contre le pouvoir de la famille royale. Ils ont eu besoin de l'arrivée des troupes saoudiennes pour défendre la famille royale et pour réprimer la population. Mais la présence de policiers pakistanais et indiens, d'ailleurs, ça fait plus d'une quinzaine d'années que c'est comme ça. C'est la majorité des forces de police à Bahreïn, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Dans ces trois pays en particulier, environ 80 à 90% des policiers sont des travailleurs étrangers loués à d'autres pays. Ça montre aussi que, imaginez si les commissariats de police à Bahreïn ou aux Émirats arabes unis étaient visés par l'Iran. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils doivent tous être détruits. Si l'Iran en frappe un ou deux, ces agents de sécurité venus du Pakistan ou de l'Inde vont se dire « Bon sang, j'ai pas envie de mourir ici pour un pays étranger, peu importe le salaire. » Et ils vont faire leurs valises et partir d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils ne retrouveront même pas leur passeport parce que les Émiratis, les Qataris ou les Bahreïnis les leur confisquent souvent. Mais ce sera un moment de chaos. C'est donc très facile de semer le désordre dans ces pays. Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis, à cause du fait que leurs forces de sécurité ne sont même pas composées de citoyens. il s'est passé quelque chose d'important ces dernières 72 heures. Le blocus du Yémen a été brisé par les troupes iraniennes. Elles y sont allées parce que les habitants du Yémen voulaient se rendre en Iran pour assister aux funérailles. L'avion iranien a alors été intercepté par des chasseurs saoudiens. Mais apparemment, les forces yéménites ont utilisé leur système de défense aérienne pour les repousser. C'était un événement majeur. L'avion a pu rentrer sans rencontrer de véritable résistance, ni de difficultés. Et là, on voit bien le rôle de l'Arabie saoudite dans la manipulation de la situation au Yémen. Comment voyez-vous les deux camps, l'Iran et les États-Unis? Et de l'autre côté, il y a les forces yéménites. J'ai vu beaucoup de combats sur place avec des troupes au Yémen liées à l'Arabie saoudite,
Je ne sais pas combien d'entre elles, ni quelle part exactement, sont aussi liées aux Émirats arabes unis. Quelle est la composition de ces forces qui se battent là-bas? Quelle est selon vous la situation actuelle au Yémen? What is the situation in Yemen? Yes, we're already Oui, finally on starting to commence see enfin à voir les the effets concrets de la victoire éclatante de l'Iran contre les États-Unis. Et le premier de ces faits indéniables, de ce changement total dans l'équilibre des forces, c'est la fin du blocus aérien. Bien sûr, les funérailles et le martyre de l'ayatollah Khamenei servent de toile de fond à cette levée du siège de l'aéroport. Mais cela montre aussi la puissance de ce martyre. C'est bien le martyre de Sayed Ayatollah Khamenei qui a mis fin au blocus aérien du Yémen. Et évidemment, les forces yéménites, avec leur défense anti-aérienne, ainsi que la menace de l'Iran de reprendre les attaques contre le royaume saoudien, ont contribué à cette fin du siège. L'avion a atterri, comme vous l'avez dit. ended this siege. The plane landed, as you said. Who knows what was on the plane when it arrived? Qui sait ce qu'il y avait dans l'avion à son arrivée? Mais il a aussi ramené la délégation yéménite venue rendre hommage lors des funérailles. Et maintenant, il va y avoir des vols qui viendront d'Iran vers le Yémen, comme si de rien n'était. Vous savez, depuis 6 ans, j'essaie d'aller au Yémen, mais tous les vols vers Sanaa devaient passer soit par Amman en Jordanie, soit par Riyad en Arabie saoudite. Et il fallait obtenir l'autorisation du Mukhabarat saoudien et du Mukhabarat jordanien, les services de renseignement là-bas, pour pouvoir entrer au Yémen. Donc je ne pouvais pas y aller. Et pourtant, je veux voir le Yémen. Je veux y tourner, je veux y interviewer des gens. Alors maintenant, je pourrais simplement aller en Iran et prendre un vol depuis là-bas. Donc, c'est la première étape. À ce sujet, je ne pense pas que les Saoudiens oseront abattre un avion iranien. À moins, bien sûr, qu'il ne devienne important pour l'Iran d'organiser maintenant des vols vers Sanaa, peut-être 2 fois par semaine ou quelque chose comme ça, pour continuer à défier ce blocus et en faire une réalité. Et en même temps, on voit bien comment les Saoudiens essaient de provoquer des troubles à l'intérieur du Yémen en relançant des affrontements militaires. Tout ça fait partie d'une stratégie américaine plus large. Depuis que le protocole d'accord avec l'Iran n'existe plus, les États-Unis et Israël ont décidé d'essayer de déclencher le plus de problèmes internes possibles au sein des membres de l'axe de la résistance, en dehors de l'Iran. Donc, en Irak, on a vu les problèmes commencer. Au Yémen, au Liban, on savait qu'il allait y avoir des difficultés. Mais comme on le voit, le consensus national a rendu impossible pour Aoun et Nawaf Salam de déclencher une guerre civile ou quelque chose de ce genre. Et maintenant, au Yémen, c'est exactement ce qu'ils essaient de faire. Sauf que les Saoudiens avaient déjà en quelque sorte écarté les Émiratis et tous les groupes qu'ils finançaient à l'intérieur du Yémen, du territoire yéménite. Les Émirats et Israël ne sont présents maintenant que sur les îles, comme Socotra et d'autres. Et le reste du territoire yéménite, celui qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement de Sanaa, est sous le contrôle direct ou indirect de l'Arabie saoudite. La bataille qui a eu lieu à Hodeïda, ou autour de Hodeïda, ces derniers jours, où les forces alliées à l'Arabie saoudite ont été vaincues, montre clairement que ces forces ne vont pas réussir à faire ce qu'elles n'ont pas pu accomplir en 15 ans de guerre au Yémen. Je pense que le Yémen va devenir plus audacieux, plus sûr de lui, et qu'il va maintenant chercher à libérer des territoires de l'Arabie saoudite, ce qui aura un coût pour cette dernière. Depuis la fin du blocus aérien, l'étape suivante, c'est de tenter de mettre fin au blocus naval du Yémen. Il faut donc suivre de près les activités des forces navales et des forces de défense yéménites dans les eaux de la mer Rouge et de la mer d'Arabie. Yeah, yeah.
Oui, oui. Je pense que c'est vraiment important, tu sais. Le blocus au Yémen doit être levé. Merci, merci Laith. Allez sur freepalestine.video, juste sous le nom de Laith, vous le verrez, freepalestine.video. Et vous pouvez suivre Laith sur sa chaîne YouTube, Free Palestine TV. Vous le trouverez sur YouTube. Abonnez-vous à lui. Et allez encore une fois sur freepalestine.video pour soutenir ce que fait Laith. C'est incroyable. Au Liban, il est allé en Europe. Il a préparé un documentaire en Europe, en Espagne. Vous allez vraiment aimer. Et vous pouvez aussi le suivre sur X, c'est le même nom. Oui, Laith? Merci beaucoup, Nima. Inch'Allah, on se voit la semaine prochaine. Oui, à très bientôt. Au revoir. Merci.